légitimement vous dire, voilà un vrai travail maçonnique, élaboré dans la loge et poursuivi à l'extérieur du temple. Eh bien, pour ma part, je ne le pense pas. Pour quelle raison ? Parce qu'il ne suffit pas qu'un travail soit commencé en loge, pour que ce travail soit ipso facto un travail maçonnique. Si cela était, comme tout serait simple, que manque-t-il alors ? Il manque au travail d'avoir été vérifié, d'avoir été éprouvé, par l'équerre et le compas pourrions-nous dire, en fait de s'assurer que le travail, ainsi supposé achevé, est bien conforme à sa destination. 3 questions essentielles sont alors à se poser à soi-même. Ce que j'ai écrit, ce que j'ai dit, ce que je pense sur ce sujet, tout cela est-il bien en accord avec la loi morale, cette loi universelle devant laquelle nous sommes tous égaux en loge maçonnique, cette même loi morale qui faisait l'émerveillement de Kant. La deuxième question qu'il convient d'examiner est celle de l'inscription des réponses apportées dans une construction où l'équité entre les hommes est respectée. Inscription toujours difficile à assurer car les critères de proportionnalité entre les hommes peuvent être variables dans le temps et dans l'espace. La troisième et dernière question est encore plus fondamentale. Par rapport au volume de la loi sacrée qui est ouvert à l'évangile de Jean dans une loge du rite écossensien et accepté, la synthèse qui vient d'être rédigée est-elle en accord avec la tradition dont ce volume est le symbole ? Permet-elle de libérer l'homme de toutes les oppressions qu'il subit ? Lui assure-t-elle le respect de son altérité et des droits qui sont les siens ? Précise-t-elle exactement les devoirs qui en découlent ? Développe-t-elle l'humanité qui est en lui ? Et comme le disait Richard Dupuy, l'usage de sa raison, de son intuition et de son imagination. Alors, si tel est bien le cas, si l'épreuve est concluante, et si en outre, et c'est aussi fondamental, la synthèse proposée est bien en cohérence avec l'ensemble des degrés du rite que vous connaissez, il est possible, juste possible, que votre réponse soit une véritable réponse à une question maçonnique. Franc-maçon entre la loge et la cité, ainsi semble-t-il que soit réalisé et le titre de la planche et le programme du cycle Condorcet-Brossolette de cette année. Une démarche symbolique et initiatique, en l'occurrence pour l'exemple choisi, une réflexion initiatique et surtout philosophique, une action dans la société bâtissant selon les plans qui ont été tracés dans la loge. Un franc-maçon vivant dans un ordre initiatique lors de son travail en loge, mais travaillant dans la société en tant qu'homme libre et éclairé. Ce schéma dualiste est au fond tout à fait rassurant car rationnel, organisé et accessible à une description somme toute simple. Il est surtout rassurant car il permet à chacun d'entre nous soit de se sentir franc-maçon dans la loge et d'être très peu dans la société, soit d'être peu franc-maçon dans la loge et d'être souvent dans la société. Tout cela pourrait être vrai ou considéré comme véritable si l'on passait superficiellement sur le mécanisme de réflexion du travail décrit précédemment. Cela serait vrai s'il n'y avait qu'une élaboration conceptuelle en loge et une application matérielle à l'extérieur. Mais il y a en fait un mouvement de va-et-vient permanent entre la loge et la cité, car il faut constamment vérifier que l'œuvre poursuivie à l'extérieur reste bien conforme et cohérente avec les plans qui avaient été tracés à l'intérieur. Ce ressourcement permanent, avec l'esprit qui conçoit et qui anime, en même temps que le travail actif qui en résulte, n'apparaît-il pas comme la réalisation d'un humanisme concret ? Car en vérité, ce franc-maçon qu'on aurait voulu situer entre la loge et la cité, n'est-il pas avant tout un homme et n'est-il pas d'emblée au centre de nos préoccupations, et ce, bien qu'il ne soit pas au centre du monde ? Ne serait-il pas en même temps initié dans la cité et citoyen dans la loge ? La quête de sens qui est la nôtre n'est-elle pas simplement le souci de trouver et de développer ce qui constitue l'humanité en chaque homme ? Pour ma part, j'adhère à la pensée de Spinoza. Par bien, j'entendrai désormais ce que nous savons avec certitude être un moyen de nous rapprocher de plus en plus du modèle de la nature humaine que nous nous proposons. Il n'y a donc pas de nature humaine qui nous soit donnée a priori.
il n'y a pas une essence de l'homme à laquelle nous devrions nous conformer. Tout au contraire, nous devons nous proposer un modèle de nature humaine, nous-mêmes, et tendre à nous en rapprocher. Faire bien l'homme est dûment, la formule de Michel de Montaigne, il me semble que nous pouvons la faire nôtre. Car c'est peut-être au cœur de l'humanisme de Michel de Montaigne que se situe l'origine de notre culture spirituelle, car la franc-maçonnerie transmet un rite initiatique, mais en même temps se trouve porteuse d'une influence culturelle où elle trouve également son inspiration. Or, l'influence que transmet Montaigne, c'est à la fois la recherche de la vérité et le refus du dogmatisme. Il écrira ainsi, en parlant des épicuriens et des stoïciens déjà cités, « Nous conclurons, aux dépens de ces deux grandes sectes dogmatistes, qu'il n'y a point de science. Car ce que Montaigne refuse de manière absolue, c'est la certitude. Mais ce qu'il recherche en permanence, c'est la vérité. Et cela n'est nullement paradoxal, car il est tout à fait possible de différencier le vrai du faux, le savoir de l'ignorance, tout en sachant que la certitude restera interdite d'accès. Nous dirions en langage maçonnique que la vérité absolue est inaccessible à l'esprit humain. Le deuxième enseignement fondamental des essais réside dans le relativisme de la morale, ce qui pourrait nous choquer. Mais il s'agit d'un relativisme du respect, du droit à la différence. Relativisme absolu quand même, car, écrit-il, les lois de la conscience naissent de la coutume, et c'est seulement notre opinion qui donne prix aux choses. Quête de la vérité, sans la certitude, recherche d'une éthique personnelle respectueuse des valeurs de chacun, cela me semble parfaitement en accord avec l'esprit du rite écossais ancien et accepté. Alors pour conclure, il me semble qu'en définitive, le franc-maçon ne se situe jamais entre la loge et la cité. Peut-il posséder le don d'ubiquité qui lui permettrait d'être à la fois dans la loge et en même temps dans la cité ? Mais croire au mystère de la grâce me semble hasardeux, tout comme atteindre à des états supérieurs de conscience me semble parfaitement imaginaire. Souhaitons simplement que celui qui suit le chemin de l'initiation proposé par le rite, quand il travaille en tant qu'initié dans la loge, s'y conduise aussi en citoyen, et que, citoyen, il vive dans la cité en initié parfait. C'est peut-être là tout simplement ce que propose la franc-maçonnerie, pratiquer un humanisme concret, celui de tous les jours, et non un humanisme théorique, celui des beaux discours. Mais c'était déjà ce que proposait le grand orateur du convent de Lausanne, en s'interrogeant ainsi en 1875. La maçonnerie a pour tâche d'améliorer les hommes. Cette œuvre est-elle achevée ? Et il répondait immédiatement, la tâche de la maçonnerie n'est point achevée, elle commence. Entreprenons-la avec courage. Surtout, n'oublions pas que la tolérance est notre drapeau. Combattons l'ignorance, combattons la discorde, combattons les vices, mais ne condamnons jamais les hommes, pas même ceux qui nous condamnent. Nos ennemis sont l'ignorance et les passions mauvaises, les hommes sont nos frères.